bonsoir et bienvenue aux rencontres d'ici Beyrouth pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, après 11 mois de guerre, 22 mois de vacances présidentielles, 27 mois sans un gouvernement effectif, 49 mois depuis l'explosion du port, 2 ans d'épidémie de Covid-19, 5 ans au moins depuis la crise multidimensionnelle qui frappe le pays, des années, voire des décennies d'absence de politique publique réfléchie et durable. Et pourtant, il semble que l'économie libanaise tienne, continue encore, elle plie, mais elle ne rompt pas. Et pourtant, elle se relève, elle persiste, elle s'adapte, elle se diversifie autant qu'elle peut dans le pays ou dans la région. Et c'est surtout grâce au secteur privé, puisque le public est aux abonnés absents. Mais pour combien de temps? Est-ce que le Liban peut-il vraiment continuer ainsi? Est-ce qu'on peut avoir, et quelle économie peut-on avoir dans un Liban aussi instable? Donc pour y répondre aujourd'hui, merci à nos invités qui sont présents parmi nous. Donc Selim Zani, président de l'Association des industriels libanais, Nassib Robri, l'économiste en chef de Byblos Bank Group, et Pierre Ashar, président de la Fédération des syndicats touristiques et du syndicat des hôteliers. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. J'aimerais qu'on commence par la saison qui vient de passer et l'année, si on veut, l'année 2024. Monsieur Robril, a-t-on une estimation un peu de cette saison et de cette année, si on prend une vue d'ensemble de l'économie du pays? Je commence par l'année 2023, qui était une année prometteuse, et les prévisions étaient pour une croissance de 2%, à cause du secteur touristique et des 14 secteurs qui bénéficient de ce secteur, à cause de l'activité dans les secteurs industriels et agricoles, et des quelques secteurs de services qui ont des marchés à l'étranger. Mais le choc du 7 octobre et surtout du 8 octobre ont ralenti cette avance économique. Et donc, mes estimations sont pour une croissance de 1% en 2023. Donc, il y a une perte de 1% de croissance en 2023. Et puis en 2024, c'est très différent parce qu'on entre en 2024 avec très peu de visibilité. On ne sait pas combien le conflit va continuer, va durer, et dans quelle direction il va aller, vers un cessez-le-feu, vers une escalade militaire. Et on a vu, on est en septembre et on n'a aucune visibilité jusqu'à présent. Donc pour moi, s'il n'y avait pas eu la guerre, 2024 aurait pu bénéficier de l'élan de 2023 et enregistrer une croissance de 3%, malgré le vide présidentiel et un gouvernement sans pouvoir effectif. Mais malheureusement, je crois qu'on va enregistrer une contraction économique d'au moins 0,5 à 1%, au moins, parce que je ne vois pas une fin au conflit prochainement. Donc nous étions sur une remontée de l'économie. Exactement. Et le 7 octobre a tout arrêté. Il n'a pas tout arrêté, ça a créé un choc négatif qui a abouti à qui n'a pas arrêté complètement, mais qui a ralenti cette activité économique en 2023. Mais en 2024, c'est devenu plus important. Le ralentissement est devenu plus important, spécialement quand il n'y a pas de visibilité jusqu'à la fin du conflit. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout quand on dit qu'il y a l'économie du Sud qui est en train de souffrir, il y a 112 000 déplacés et l'économie, l'activité commerciale a diminué de 75 à 80% au Sud. Mais le reste du Liban, c'est une économie différente qui n'a pas été affectée. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc selon vous, on ne peut pas différencier le Sud du reste du pays, même si aujourd'hui, il semble, quand on regarde les images, quand on voit, on semble qu'à Beyrouth ou plus au nord, on ne voit pas nécessairement la guerre comme on peut la voir au sud. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une guerre à travers le pays en entier pour ressentir les retombées de la guerre au sud. L'économie du sud est équivalente à 12% du PIB du Liban et je crois qu'elle a rétréci de 10% cette année. Donc, le manque de confiance, le manque de visibilité, le ralentissement économique s'étale sur tout le pays. Et on voit ça à travers la plupart des secteurs.
Monsieur Ashar, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Monsieur Roblic vient de nous dire si on se concentre sur le secteur touristique? Regardez, il parle d'économie en général. Moi, je ne peux pas parler que du tourisme, quoi. Le tourisme a été affecté cette année, 2024 et 2023, à partir du 1er octobre. Sans oublier que les guerres sont l'ennemi numéro un du tourisme. Non seulement les guerres, n'importe quelle manifestation qui se passe, n'importe quelle instabilité financière ou autre que financière peut affecter le tourisme. En 2008, par exemple, Chypre et Athènes ont eu 35% de moins de tourisme à cause de la crise financière qu'ils avaient. Ce qui fait que nous, on savait, en tant que professionnels, que cet été est en principe, très mauvaise. Mais la volonté du peuple libanais, on a senti que ce peuple a voulu défier la guerre et dire qu'on veut vivre. C'est ce qu'on dit, bananaïch. Okay? Toutes les régions ont fait toutes les manifestations qu'il faut, toutes les promotions qu'il faut pour attirer le plus dans sa région. Les investissements ont grandi, surtout dans la restauration et dans tout ce qui est les guest houses dans tout le Liban. Et depuis 4-5 ans, il y a eu beaucoup d'investissements dans les guest houses qui ont donné, à part Beyrouth et le Mont Liban, qui était une destination touristique du Liban, et la plus grande destination, a donné à d'autres régions le pouvoir d'être sur le plan touristique libanais. Mais, Monsieur Achanou, si on reprend un peu les chiffres de l'aéroport en juillet, on avait beaucoup de monde qui était prévu. Si je ne me trompe pas, on avait entre 14 000 et 15 000 voyageurs par jour au début de l'été. Oui, mais les gens ne savent pas les détails. Les gens qui sont venus, l'année passée, ont passé 1 mois. Cette année, ils ont passé 10 jours. Ceux qui venaient l'année passée pour 2 mois ont passé 15 jours cette année. La réaction de la fermeture de l'aéroport de Beyrouth a fait beaucoup c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause de ça, à cause de l'aéroport. Et ceux qui ont quitté le Liban, c'est à cause de l'aéroport. Dans un article publié dimanche sur Ici Beyrouth de Christian Tagir, le secteur touristique, il disait que c'était entre catastrophique et ça va. Donc vous êtes plus... Je vais vous dire, la restauration a fait moins 40% de l'année passée. OK? Et l'hôtellerie a fait 60% comparé à l'année passée. Ça, c'est jusqu'au jour du bombardement qu'il y a eu à Dahi. À partir de ce jour-là, on a baissé. C'est-à-dire, si on était à 60, nous sommes montés à 80. Et je ne connais pas au juste la restauration, mais la restauration peut toujours survivre beaucoup mieux que nous. Mais on a tout perdu. C'est une année catastrophique chez nous. Voilà. Monsieur Zaini, est-ce que c'est le même constat pour le secteur industriel? Est-ce que vous êtes aussi affecté par les soubresauts sécuritaires, politiques que le secteur touristique ou le secteur tertiaire? Disons que c'est un peu différent, le secteur industriel. On est affecté, mais pas autant que le secteur touristique. Parce que nous, c'est surtout les produits de consommation. Personne ne peut arrêter de consommer, que ce soit dans une crise ou non. Mais ça a baissé, et ça a baissé énormément. Pas seulement cette année. Depuis 2019, on a eu une baisse dramatique, que ce soit en chiffre d'affaires ou en quantité. D'accord? Bon, on a pu survivre,
Vous savez, les industriels, un industriel, c'est quelqu'un qui est ancré dans la terre. Il ne peut pas prendre ses usines et s'en aller aussi facilement que ça. Donc, il n'a pas un stock à vendre. Donc, on était tout le temps sur le qui-vive, disons. On a pu résister, on a pu rester flotter, disons, au-dessus de la crise, jusqu'à cette année. Cette année, avec la guerre, bon, l'impact a été, relativement, c'était pas énorme, mais il y a eu un ralentissement de l'économie, d'accord? Mais le problème n'est pas là pour nous. Le problème, c'est l'ouverture vers les pays arabes et vers le monde. Donc vous êtes plus impacté par la guerre régionale Absolument. que la guerre locale. Absolument. Absolument. C'est normal. Et d'ailleurs, localement, la baisse de la consommation, c'est venu, il y a une immigration énorme en 2022 et 2023. Donc, c'est normal que ça baisse. Mais, en contrepartie, on était sur l'export. L'export, ça compensait un peu ce qui se passait au Liban. Mais cette année, c'est sur toute la ligne que ça a baissé. Et vraiment, on n'est pas prêt d'en sortir facilement comme avant. On investit toujours, on attend voir, on n'a pas envoyé nos employés, on ne les a pas renvoyés, mais s'il n'y a pas de dispositions du côté de l'État pour essayer de renflouer cette économie, eh bien, tout le monde est dans une crise assez grave. Nous allons revenir sur et quoi faire, mais si on rediscute, si on reparle un peu de la guerre, Monsieur Roblil, aujourd'hui, la guerre, on rentre dans le 12e mois, ou bien on est déjà dans le 12e mois. Combien ça coûte? Parce qu'on a des chiffres, on dit que ça a coûté 6 milliards, que ça a coûté pour l'agriculture, pour l'industrie. Mais au final, est-ce que ça coûte nécessairement au niveau financier ou est-ce que ça coûte aussi autrement au niveau du manque à gagner, au niveau de la perte physique du manque à gagner et aussi au niveau de la perte psychologique ou bien de la confiance? Oui, tous ces facteurs à la fois. Tout d'abord, quelques chiffres sur le secteur touristique. Le nombre de touristes a augmenté de 14% en 2023, mais il a chuté de 24% le dernier trimestre de l'année. Les 6 premiers mois de cette année, on a reçu 630 000 touristes. C'est équivalent à un recul de 16% des 6 premiers mois de l'année 2023. Mais les 6 premiers mois de l'année passée, on a vu une augmentation de 30% du nombre de touristes. Donc, les pertes, ce n'est pas seulement une réduction de 16% des nombres de touristes, c'est le changement entre une augmentation ou bien une continuation de l'élan, peut-être pas 30%, mais au moins 20% les 6 premiers mois de l'année, au lieu d'un recul de 16%. Et juin et juillet étaient des mois acceptables, mais août était un mois... 2024. Oui, 2024. Était un mois très décevant. Et parce qu'on avait un élan très important. Le 4e trimestre de 2024, l'activité touristique aurait dû continuer. On avait planifié des conférences régionales au Liban, c'est le tourisme des affaires, et non seulement les fêtes de fin d'année. On n'attendait pas seulement les fêtes de fin d'année. Le Liban a regagné en quelque sorte sa place en tant que destination des conférences régionales. On a commencé à voir ça le 4e trimestre, mais avec la guerre, tout a été annulé. Les festivals, les concerts. Donc il y a un manque à gagner, il y a des pertes directes au sud, l'infrastructure, les bâtiments. Il y a 12 à 15 stations d'eau qui ont été totalement ou partiellement détruites. Mais c'est un peu tôt pour mettre des chiffres sur le manque à gagner, excepté pour la croissance. Comme je l'ai dit, la croissance aurait dû être 2% en 2023. J'estime qu'elle est à 1%. Mais 2024, on aurait dû bénéficier de cette lancée de 2023 pour enregistrer une croissance de 3%. Mais maintenant, j'estime qu'on va enregistrer une contraction d'au moins 0,5 à 1%. Au moins, si on continue dans le statu quo actuel. Pour être sûr, est-ce qu'un pays en guerre a déjà eu une croissance? Ou c'est très normal que parce qu'on est en guerre,
on ait une contraction. Mais certainement, la guerre, le résultat de la guerre, l'un des résultats de la guerre, c'est la contraction économique. À cause, comme vous l'avez dit, l'un des facteurs, c'est le déclin de la confiance. Il y avait des projets d'investissement qui ont déjà commencé. Peut-être il y a des projets qui ont été reportés et qui attendent toujours l'éclaircie. Donc la première chose à faire serait, si on veut espérer avoir au moins ni croissance ni contraction, la première chose serait d'arrêter la guerre et on verra après. Ce sera un cessez-le-feu permanent, oui. Permanent, mais on ne sait jamais. Ce qui sera un choc positif. Je dis ça malheureusement, parce que ce n'est pas ce choc positif dont on s'attendait. On s'attendait à des réformes qui créent un choc positif, des investissements, de nouveaux projets. Et seulement une petite remarque, le budget de 2024 de l'État libanais avait pris en considération que le Liban va être l'hôte de la journée mondiale du tourisme en septembre 2024. Et cette journée a été tenue à Riyad l'année passée. Et elle a attiré plus de 2500 personnes pendant 3-4 jours et le Liban était présent là-bas. Et le ministre du Tourisme avait planifié d'essayer d'attirer cette journée, cette conférence au Liban en septembre 2024. Donc cette année, elle va se tiendre, je ne sais plus où, mais certainement pas chez nous. Donc ça, c'est un exemple des opportunités perdues pour l'économie libanaise. Monsieur Achar, pour vous, si aujourd'hui la guerre s'arrête, s'il y a un cessez-le-feu permanent à Gaza et donc au Liban, et où donc au Liban, est-ce que ce serait déjà, est-ce que ça suffirait pour vous? Regardez, en fin de compte, la guerre est notre ennemi. Quand elle s'arrête, quoi. Mais on aura besoin de quelques mois pour remettre ce Liban sur la carte internationale en tant que destination touristique. Il faut faire oublier les gens. Il faut faire oublier les gens qu'il y a eu une guerre, quoi. Parce que le problème que nous avons jusqu'à ce jour, c'est que une partie de cette population veut la guerre. Elle veut la guerre. Ce qui fait que on peut s'attendre à n'importe quel moment qu'il y ait une autre guerre chez nous. Ce qui fait que notre mission est difficile parce que quand on voit un peu pendant ces années qui ont passé depuis 2006, on a souvent eu de très gros problèmes, non pas politiques, mais militaires. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, la guerre peut revenir ou n'importe quel autre problème qui peut nous affecter. Et surtout les confrontations politiques qui peuvent nous pousser peut-être à un problème intérieur. C'est ce qu'on ressent en tant que gens qui vivent. On entend, on lit, on s'attend à quelque chose. S'il n'y a pas une solution politique pour le Liban, on serait toujours en train d'attendre quelque chose qui viendra demain matin. Vous dites que quelque chose de négatif. Vous dites qu'il y a une partie de la population qui veut la guerre. On est en train de parler aujourd'hui d'une guerre qui s'étale sur le Liban Sud. Mais on a, par exemple, plusieurs régions du Liban Sud qui sont très touristiques, ou que ce soit du tourisme local ou du tourisme international. Je pense à Tyr, je pense à Jezine, je pense à toute la région frontalière. Aujourd'hui, ces restaurateurs, ces hôteliers, comment font-ils? Que font-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont ouverts? Partiellement, ils sont ouverts. Mais est-ce qu'ils travaillent? Ils ne travaillent pas. Donc c'est juste une façon de dire non, on reste. Jezine, l'année passée, a eu une occupation qui a surpassé les 60%. Cette année, elle n'a même pas 10%, quoi. Ce qui fait que, comme j'ai commencé en disant que les guerres, c'est l'ennemi numéro un de notre métier, quoi. Le tourisme a besoin d'une stabilité et tout genre de stabilité.
Monsieur Zahani, vous disiez juste avant, comme on parlait de la guerre, Monsieur Achar disait que la guerre est l'ennemi du secteur touristique. Il est aussi l'ennemi, j'imagine, de toute l'économie, comme disait Monsieur Robri. Mais pour les industriels aujourd'hui libanais, eux, ils ne veulent pas seulement la fin de la guerre, il faut un règlement de tous les problèmes régionaux pour avoir des flux pour le transport des marchandises. Bon, la guerre, c'est l'ennemi de tout le monde. En fin de compte, quand mon voisin n'est pas en bonne santé, moi aussi, je le sens immédiatement. Mais nous, on a toujours survécu, même les guerres. Depuis 1975 jusqu'à maintenant, on a vu tout genre de guerres. Il y en a beaucoup qui ont quitté, qui n'ont pas voulu continuer, mais il y en a aussi plein qui sont restés et qui luttent et qui veulent rester. La guerre ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'opportunités de travail. D'accord? Peut-être pour le secteur touristique, ils sont les plus impactés par la guerre. Mais pour nous, si on n'est pas vraiment dans une région comme le Sud, on est en pleine guerre, ce n'est pas la même chose. On travaille normalement, tout le monde travaille, mais ce n'est pas ça qui nous affecte seulement. Ce qui nous affecte, c'est le travail en général qui est tombé de façon dramatique. On n'est même plus à 40% de ce qu'on était en 2019. Et malgré tout, on survit. C'est pour ça que la question de la guerre, parce qu'il y a des gens qui profitent, je ne parle pas des industriels, il y a beaucoup de travail qui se fait durant les guerres et qui fait beaucoup d'argent. Hein, et on a vu ça ces dernières années, les gens qui ont profité de cet état de choses. Donc il y a de l'argent au pays, mais ça ne suffit pas pour créer une économie. Ça ne suffit pas pour créer une croissance économique. Si on n'a pas de croissance économique, c'est impossible qu'on puisse continuer. Monsieur Rebril a mentionné qu'il y a eu l'année passée 2% comme croissance. Cette année, -1, ça fait déjà 3 points. Plus de ce qu'on avait perdu les 4 autres années avant. Là, c'était dramatique, ce n'était pas du 1 et du 2, c'était 2 chiffres, une perte à 2 chiffres. Donc, on n'est pas bien, l'économie est en mauvaise posture, il faut voir maintenant ce qu'il faut faire. Nous, on a fait ce qu'on doit faire pour sauvegarder ce qu'on a et sauvegarder nos employés et tout le patrimoine. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut voir ce que l'État aussi doit faire. Parce que le rôle de l'État est essentiel. Quand il y a des problèmes politiques, tout le monde ressent ça. Tout le monde, il n'y a plus d'entrain dans le travail. Vous êtes là, on est là à se chamailler et à voir qui a raison et qui n'a pas raison, parce que tout le monde n'a pas raison dans cette affaire-là. Donc si je vais profiter et rebondir. Et maintenant, que fait-on? Oui, Monsieur Achar, vous voulez ajouter un point? Le grand problème que nous avons, c'est qu'on ne peut plus contrôler nos dépenses. Dans les hôtels, surtout les hôtels, qui sont une industrie de 365 jours et 24 heures sur 24. Si on a 10 chambres ou 200 chambres, l'électricité, c'est la même chose. Il faut qu'un hôtel soit illuminé. On ne peut pas avoir un hôtel sans électricité. On ne peut pas avoir un hôtel, par exemple, sans air conditionné maintenant. On ne peut pas avoir un hôtel sans eau. Okay. Moi, je vous donne un chiffre. Nous avons un hôtel à Beyrouth qui dépense 12 tonnes par jour. 12 tonnes par jour. Il a 8% d'occupation. 8% d'occupation. 12 tonnes par jour. Ce qui fait que le problème est très gros dans la partie hôtelière. Un peu moins dans la restauration parce qu'ils ferment à peu près 8 heures, 10 heures ou 12 heures. Mais le seul... Ils ferment et les frigos restent allumés. Même chez les industriels. Il peut dire que je travaille 4 jours par semaine. J'ai 3 shifts ou j'ai un shift.
Mais chez nous, impossible. Impossible. C'est pour ça qu'il y a une fermeture momentanée, partielle, chez beaucoup d'hôtels. Mais quand vous dites fermeture partielle, ça veut dire qu'ils ferment une partie de l'année? Il y avait les grands hôtels qui avaient 3 restaurants. Ils ont 1 maintenant. Ils avaient 300 chambres. Il a 50 maintenant. Mais, et les événements, j'imagine aussi, il y a moins d'événements parce que ça prend trop de coûts. Les événements qui se faisaient dans les hôtels, par exemple, nous remercions ici le CITEA qui nous accueille encore, mais ça a un coût aujourd'hui d'avoir une conférence comme celle-là. Sûrement, sûrement. Mais les affaires partielles, une conférence ici ou un mariage là, ne peut pas remplacer un taux d'occupation de 60%, 70% dans un hôtel. Normalement, On n'a pas construit un hôtel pour faire une conférence de 40 personnes. Normalement, un hôtel, combien est le taux d'occupation minimum pour survivre? Regardez, ça dépend. Dans un pays normal, évidemment. Ça dépend, mais c'est entre 45% et 55%. Le minimum pour faire un break-even. Voilà. Donc, revenons un peu à la situation du pays. Nous avons dit que le pays ne fonctionne pas depuis 2019 au moins. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui? Comment faire aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'investissement de l'étranger? Est-ce qu'on a besoin d'investissement local? Vu que M. Zani disait qu'on a de l'argent au Liban. De quoi a-t-on besoin en priorité? Le cessez-le-feu, mais quoi d'autre pour au moins revenir à une croissance d'un chiffre? Tout d'abord, l'économie a commencé à fonctionner en 2023 après l'ajustement, au moins le secteur privé. Et les recettes touristiques ont atteint 5 milliards 400 millions de dollars en 2023. Il y a encore un potentiel pour atteindre les 8 milliards 600 millions de dollars des recettes en 2019. Mais j'estime que cette année, on va voir la moitié de ces recettes. Donc le potentiel existe. Ce dont on a besoin tout d'abord, c'est la confiance, la stabilité, et non pas seulement les réformes techniques. On parle toujours de réformes techniques, la stabilité de la monnaie, le déficit budgétaire, la restructuration du secteur bancaire, tout ça c'est important. Mais ce n'est pas ça qui va aider la confiance seulement. Ce sont des mesures qui doivent suivre la gouvernance et la transparence dans le secteur public, tels le respect des délais constitutionnels, la séparation des pouvoirs, l'application des lois, l'indépendance du système judiciaire, le combat contre la contrebande, contre l'évasion fiscale et l'évasion douanière. C'est ça qui va tout d'abord aider la confiance. Et puis en parallèle, les mesures techniques. On en parle, ce sont des réformes. On en parle depuis, je pense, la première conférence de Paris, si ce n'est pas avant la guerre. Mais rien n'a changé. Pourquoi aujourd'hui les politiques, aujourd'hui les personnalités politiques changeront, vu que, en tout cas... Les conférences internationales parlaient de réformes économiques et financières et techniques, et non pas de gouvernance et de transparence. Et c'est ça le problème au Liban. Le problème n'est pas seulement le déficit budgétaire, le niveau de la dette publique et le coût du taux de change avant 2019. Ce sont les résultats du manque de gouvernance, du manque de respect des délais constitutionnels et des lois. Entre mars 2013 et septembre 2021, on a 8 ans et demi de temps. Durant cette période, les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir ont pu travailler de façon normale pendant 2 ans et 8 mois. Donc, un tiers de cette période, entre le vide présidentiel qui a duré 2 ans et demi, 11 mois pour que le Premier ministre Salman Salam puisse former son gouvernement, 8 mois pour que le Premier ministre Saad Hariri forme son gouvernement, 13 mois pour que ce gouvernement actuel a été formé. Ça a un coût. Ça a un coût sur la confiance, sur le flux des capitaux, sur le flux des dépôts, sur les taux d'intérêt, sur la notation souveraine du Liban, sur la perception des sociétés arabes ou étrangères qui veulent établir
des bureaux régionaux à Beyrouth. Ça a un impact sur la croissance, sur le climat des affaires, sur l'environnement des investissements, sur la compétitivité de l'économie. Donc, on commence par la gouvernance et la transparence dans le secteur public, spécialement le respect des délais constitutionnels, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du système judiciaire. Et puis, on met en place les réformes économiques et financières et techniques. Monsieur Ziani, pour l'industrie, est-ce que c'est le même constat exactement? Est-ce que l'industrie a besoin d'autre chose? Ou est-ce que l'industrie peut fonctionner, en tout cas, puisqu'on voit qu'elle fonctionne sans aucune réforme, en tout cas, et que le secteur privé tient, survit, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez besoin de la même chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique pour l'industrie? Tout d'abord, le système tient. Ce n'est pas grâce à eux, c'est grâce aux gens, c'est grâce aux Libanais qui sont arrivés à tenir et à utiliser leurs fonds propres pour pouvoir survivre toutes ces crises. Mais tout de même, il doit y avoir toujours un État pour réglementer la vie politique et la vie économique dans le pays. Monsieur Rebril c'est un diplomate plutôt qu'un économiste. Il l'a dit d'une façon vraiment très polie et tout ça. Mais ça fait des dizaines d'années qu'on nous ravale les oreilles avec la gouvernance et la transparence qu'ils veulent appliquer sur le système libanais. Mais ils racontent ça à qui? Ils se plaignent devant nous de la non-gouvernance et de la non-transparence. C'est nous qui doivent nous plaindre. Malheureusement, c'est juste le contraire. Donc, de ce côté, je ne vois pas qu'est-ce qui va changer. Donc, il faut s'adapter à cet état de choses. Il faut qu'on travaille, malgré tout, avec ce qu'on a en main. D'accord? On ne doit pas penser, on ne doit pas trop penser, mais il faut aussi mettre des garde-fous, parce qu'il y a une partie de l'économie, une grande partie de l'économie qui est une économie parallèle, illégale, qui travaille et qui survit sur le dos des autres. Actuellement, on n'est pas plus que 35% maximum d'économie légale qui paient toutes leurs taxes, tous les droits. Enfin, c'est eux qui font vivre le pays. Et on doit faire vivre avec nous les 65%, l'infrastructure, l'électricité, les communications, les routes, tout. Vous avez à payer tout pour tout le monde, et c'est juste 35% de l'économie. Donc ce n'est pas évident qu'on puisse survivre après ça. On est déjà à une zone dangereuse. On tient toujours, mais on est déjà à une zone dangereuse où il faut réagir et mettre un peu, mettre un rempart devant tous ces gens-là, parce qu'on n'arrivera jamais à survivre si jamais il n'y a pas de réforme. Pas de réforme, je ne veux plus utiliser ce terme parce que c'est très... Enfin, ça devient vulgaire. Mais s'il n'y a pas un changement d'attitude dans l'application des lois et dans l'enforcement des lois, d'accord? Donc, si vous voulez, on peut un peu attaquer la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a besoin de faire quoi pour pouvoir survivre? Il y a tous les services de l'État qui sont complètement gelés et corrompus. Qu'on ouvre la question de l'électricité, par exemple. Est-ce que c'est normal, après 30, 40 ans, qu'un pays soit sans électricité? Est-ce que c'est normal qu'on pense nous-mêmes que c'est normal qu'il y ait des gens qui vous vendent de l'électricité et que l'État les couvre? Les couvre de quelle façon? Par exemple, pour le prix du kilowatt, chaque semaine ou chaque mois, ils sortent toute une série de tarifs pour qu'ils les appliquent. Mais ils appliquent qui? L'illégal. Ils imposent à l'illégal. Et chaque fois qu'il y a une crise, on dit, voilà, c'est la mafia des moteurs. Mais qui sont ces moteurs-là?
Et on continue sur toute la ligne. Il y a un ancien diplomate qui nous a quittés il y a quelques années, qui a quitté le Liban, qui disait si on continue comme ça, on va finir comme les cartels au Mexique. Vous dites qu'on n'est que 35% de personnes qui suivons les règles, qui suivons les lois. Je vais faire l'avocat du diable. Pourquoi les suit-on? Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'on va arriver au jour où on ne va plus les suivre. Vous savez, parfois on se demande, ils nous regardent comme des idiots. Mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous suivez les règles? Pourquoi vous faites rentrer votre marchandise par des voies légales? Et il y a des gens qui viennent vous proposer, moi je vous sors votre marchandise importée à un prix fixe. D'accord? Bon, on ne veut pas, c'est notre pays. On croit à la légalité et on croit qu'il doit y avoir quelque chose des règles dans ce pays. Mais malheureusement, on devient de moins en moins. Et j'espère que ça ne va pas nous conduire à quelque chose de plus grave du point de vue le futur du Liban. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. C'est fini. Pierre Achar, est-ce que vous avez besoin, en tant que secteur touristique, hormis ces réformes ou cette adaptation, pas l'adaptation, changement d'attitude, pour pouvoir faire marcher ce secteur, est-ce que ce secteur touristique, est-ce qu'il lui suffit seulement, par exemple, de stabilité? Parce qu'on le voit un peu partout dans le pays, une fois qu'on a un peu de stabilité, les restaurants sont pleins, les touristes reviennent, les concerts, les événements, et comme si la vie en fait suit son cours. On le voit en ligne, tous les gens disent qu'au Liban c'est le meilleur endroit pour faire la fête quand on a un minimum de stabilité. Donc est-ce que pour le secteur touristique la stabilité est suffisante ou est-ce que vous avez besoin de beaucoup plus? Dans l'absolu, avec ce qui se passe pour le moment, la stabilité, l'arrêt de la guerre nous suffit. Mais on doit un peu se rappeler comment était le Liban. Nous étions Wall Street ici. Dans les années 70 et 60 et 75, on était Wall Street. On était Paris. On était la Suisse du Moyen-Orient. On a toutes les capacités de pouvoir revenir en 1 an et 2 ans. C'est ça notre problème. On n'a même plus le droit de rêver. Parce que nous, on a vu le Liban, on l'a connu comme il était. Et il est très facile de revenir là où on était. Mais malheureusement, nous avons un problème politique et confessionnel. On ne peut plus parler de... C'est un problème politique. Il y a une division dans le pays. Il y a une division. Il y a des gens qui voient noir et des gens qui voient blanc. Il faut trouver une solution à ce pays. Sinon, on va passer 50 ans de plus dans la même situation. Pour être franc. Aujourd'hui, une solution, donc vous dites tous la même chose, qu'il nous faut une solution politique. Mais on peut l'attendre pendant longtemps, cette solution politique. Est-ce qu'il y a une solution qui ne viendrait pas du politique, qu'on peut déjà commencer à appliquer? Regardez, on peut toujours appliquer des choses pour pouvoir survivre. Mais on ne peut plus survivre. On ne veut plus survivre. Il y a des gens qui vont dire où on quitte ce pays, et voilà, toute notre nouvelle génération a quitté le pays. Et ils ont réussi à l'extérieur. On a des réussites extraordinaires partout dans le monde. Au Liban, on ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que le problème est politique, beaucoup plus que changement de loi et de je ne sais pas quoi. C'est un problème confessionnel au Liban. Monsieur Roblil, une réaction à tout ça. Surtout déjà à Monsieur Zani qui vous dit, qui ne veut pas, qui vous traite de diplomate. Il y a un atout positif au Liban,
c'est les ressortissants libanais, la diaspora libanaise qui ne quitte pas le Liban. Et on a vu l'année passée et cette année, cet été, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la guerre, les ressortissants libanais qui sont venus au Liban pour passer les vacances d'été et même ils nous ont surpris durant les fêtes de fin d'année en 2023, les fêtes de Noël de fin d'année. Ils sont venus en grand nombre. Mais on ne peut pas dire qu'il y a la diaspora, donc on n'a rien à faire. Pour moi, la solution, c'est de se mettre d'accord quelle identité nous voulons pour l'économie libanaise. Il n'y a pas d'accord sur ce sujet-là. Est-ce que nous voulons une économie dont la fondation est le secteur privé, qui est complémentée par le secteur public et les services du secteur public, qui respecte, qui fait partie, qui est intégré dans le système financier, banquier et commercial mondial, qui respecte les lois et qui est en bon terme avec ses voisins arabes et le monde arabe et le monde en général, ou bien nous voulons une économie qui est basée sur l'économie informelle, qui s'agrandit de plus en plus, une économie qui est à l'abri, qui est isolée du secteur, du système financier, banquier, commercial, mondial, comme nous le sommes aujourd'hui, qui ne peut pas émettre des eurobonds sur les marchés internationaux, une économie qui est en partie basée sur la contrebande et l'évasion fiscale. Donc, c'est ça le choix qu'on doit faire. Et il n'y a pas de débat sur ce sujet. Certains vous diront que ça a très bien marché pendant 30 ans. Autant effacer et recommencer, on recommence à zéro et on fait la même chose. Et dans 30 ans, on refait la même chose. La différence, c'est que au moins depuis mars 2020, nous sommes plus intégrés dans le système financier, banquier, commercial, mondial. Donc, si on veut rester à la marge du système financier mondial, on peut continuer comme ça. On sera de plus en plus en marge. On ne peut plus avoir un système de banque qui fonctionne de façon normale. C'est un choix. C'est un choix très important, malheureusement, qui n'est pas discuté assez. Je vous ai vu prendre le micro, vous avez une réponse. Je m'attendais à que j'ai mon tour maintenant. Oui. Oui, c'est pour cela. Donc on revient au même. Aujourd'hui, pour l'industrie, qu'est-ce que vous voulez, vous, comme identité? Vous avez mentionné quelque chose. Vous avez dit que voilà, on met une ligne et on recommence. Certains vous diront c'est la meilleure chose. Oui, on efface tout et on recommence. Mais il ne faut pas oublier qu'on a de cette façon aussi effacé tous les dépôts des gens. On ne peut pas le faire aussi facilement et aussi simplement que ça. Il faut trouver une solution pour pouvoir repartir, mais repartir du bon pied. On ne peut pas dire aux gens, oups, on s'excuse, on a oublié, on efface et on recommence. C'est pourtant le plan aujourd'hui que l'État veut nous faire avaler. S'ils peuvent le faire, pas de problème. S'ils arrivent à le faire, qu'ils le fassent. Mais il y a une impossibilité ici. Bon, on nous demande, c'est le Fonds monétaire nous demande de mettre un terme à toutes ces choses-là. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas dire ça aux gens, même si vous leur promettez que dans 30 ans, ils vont reprendre leur argent. Mais on ne peut pas leur dire, voilà, on s'excuse. Comme on ne peut pas fermer les banques malgré toutes les fautes et les gaffes commises. Okay? Mais on ne peut pas repartir et rebâtir une économie sans système bancaire. Et on ne veut pas aussi qu'on efface le système bancaire pour je ne sais pas qui, pour le compte de je ne sais pas. Aujourd'hui, pour vous, en tout cas au niveau industriel, et j'imagine au niveau même de tout le monde, pour vous, il faut surtout qu'un système bancaire, un secteur bancaire redémarre au Liban pour refaire fonctionner. Aujourd'hui, en tant qu'industrie, où vous avez besoin des banques? Tout le monde a besoin de banques. Mais, comme vous l'avez dit, nous sommes adaptés. On s'est intégré dans l'économie du cash. Il n'y avait pas un autre moyen.
On s'est arrangé pour avoir nos comptes en dehors du Liban, pour pouvoir travailler avec le monde, pendant que les banques n'étaient plus présentes. Okay? N'étaient plus présentes, il faut voir. Une bonne partie parce qu'il n'y avait plus de confiance. Donc il faut que les banques regagnent cette confiance des gens pour qu'on puisse repartir et du bon pied. On a besoin des banques, on a besoin des investissements, on a besoin de l'argent pour pouvoir remettre tout à jour. Combien? On parle d'investissement et d'argent pour relancer. Vous savez, Est-ce que... on investit toujours, mais ça peut tripler, quadrupler et être multiplié par 10 s'il y a des facilités de crédit et on peut repartir plus rapidement, on peut aller plus rapidement avec de l'argent que les banques peuvent pomper dans le système. D'accord? Ça, on ne l'a pas actuellement. Nous, on est en mode de survie. On n'est pas en mode d'expansion. On investit, mais jusqu'à une certaine limite pour pouvoir survivre et rester à flot. Monsieur Robril, donc pour avoir un secteur bancaire, il faut, comme on disait, on a besoin d'un secteur bancaire pour faire refonctionner l'économie du pays, parce qu'aucun pays ne peut fonctionner sans secteur bancaire sain qui permet de faire marcher l'économie, les dépôts, les crédits. Aujourd'hui, qu'a-t-on besoin de l'État pour relancer ce secteur bancaire qui est mis à mal depuis 2019? Oui, j'ajoute qu'il faut un secteur bancaire pour réduire la taille de l'économie cash, de la cash économie. Ce qu'on a besoin, c'est que ces plans qu'on a vus depuis le gouvernement passé et ce gouvernement et le dernier plan, ou bien le brouillon du plan, qui doivent être changés de façon très différente, qui vont dans une direction complètement différente. Ces plans-là ne vont pas aider la confiance tout d'abord des déposants ou bien la confiance des actionnaires des banques. Il y a beaucoup d'actionnaires qui sont prêts à participer à la recapitalisation des banques, même s'ils ont tout perdu aussi. Donc aujourd'hui... Mais la question là, c'est de changer de cap, de changer de direction et d'arrêter de parler de bail-in, de haircuts, de dépôt à 30 ans, et de réaliser que n'importe quel secteur bancaire, n'importe quelle banque au monde est un intermédiaire financier. Ils attirent des dépôts et des capitaux et ils les prêtent, ils les placent dans les marchés, dans l'économie. Et ils gardent un niveau de liquidité équivalent à 10 à 12% du montant des dépôts en devises. Donc ce que nous devons faire, c'est de se mettre d'accord pour trouver 10 à 10% de liquidité en devises équivalente aux 90 milliards de dollars de dépôts en devises dans les banques libanaises, parce que l'État n'a pas 90 milliards de dollars de donner de façon immédiate, et la Banque du Liban ne va pas trouver 90 milliards de dollars, les banques commerciales ne doivent pas trouver 90 milliards de dollars et ne le peuvent pas. Et ce n'est pas ça l'objectif, ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est de relancer le secteur bancaire. Le secteur bancaire a besoin de liquidités, que ce soit de l'État, de la Banque du Liban et des actionnaires. Quand le système bancaire a 10 à 12% de liquidité de ses dépôts en devises, il peut recommencer à financer le secteur privé, certainement pas plus le secteur public. Et deuxièmement, les déposants peuvent utiliser leurs dépôts sans les retirer en cash. Ils retirent de petits montants comme ils le faisaient avant 2019, avant 2020. Mais c'est ça qui doit être l'objectif, c'est que les déposants peuvent utiliser leurs dépôts en virement, en chèque, localement tout d'abord, au lieu de rêver de trouver 90 milliards de dollars et qui va assumer ses responsabilités. Ce n'est pas une solution réaliste. Mais aujourd'hui, même si nous avons donc 90 milliards, si on parle de 10% ou 12%, 9 milliards, 10 milliards en liquidité, même si on a 10 milliards en liquidité aujourd'hui et qu'on les remet sur la table, est-ce que ça va changer quelque chose s'il n'y a pas une refonte déjà de l'État, de comment l'État aujourd'hui, vous disiez, les banques sont un intermédiaire. Aujourd'hui, si l'État ne me redonne pas confiance, est-ce que les banques peuvent redémarrer si l'État ne nous a pas redonné confiance?
Mais je retourne sur la question de la gouvernance et de la transparence et j'ajoute la restructuration du secteur public. Le secteur public est devenu un fardeau pour le secteur privé, pour l'économie, pour les familles, pour les ménages et pour le secteur bancaire. Quand l'État ou le pouvoir dépense 80 milliards de dollars de dépôts et dit ce sont des pertes, je n'ai pas envie de les repayer, de les échelonner même, ce sont des pertes, donc allez vous voir ce que vous allez faire. Certainement, il y a une responsabilité sur l'État et l'une des responsabilités, c'est de restructurer le secteur public de façon de dire que non seulement le secteur bancaire doit être restructuré, non seulement le secteur privé doit s'ajuster à la nouvelle réalité, mais aussi le secteur public, le pouvoir ne peut pas agir comme s'il était un observateur lointain dans une université à la Nouvelle-Zélande. Et il s'est réveillé en octobre 2019 et il a écouté à la radio qu'il y avait une crise au Liban. C'est comme ça que le pouvoir est en train de travailler depuis le début de la crise. Je vais finir sur un dernier mot pour chacun, vu que le temps presse. Monsieur Ashgal, si demain, on pouvait changer quelque chose dans le pays qui nous permettrait de se redresser, par quoi commencerez-vous? Par la politique du pays. Je vais vous dire, nous avons un problème maintenant. L'aéroport de Léat et le port de Jounieh. Pourquoi ils n'ouvrent pas? C'est un problème qui est politique, okay, où les religions ont un problème là-dedans. Pourquoi se cacher? Je ne me cache plus, moi. Il faut dire la vérité. Et l'électricité, c'est la même chose. L'eau, c'est la même chose. Le mazout qui vient, qui va en Syrie, tout ça est un problème politique. Il faut changer le système politique. M'excuse. Monsieur Zagny, juste, est-ce que avoir un autre port, un autre aéroport, faciliterait quelque chose au niveau de l'industrie? Absolument. Ça faciliterait un peu notre vie, mais ce n'est pas seulement ça la solution. La solution, c'est un nouveau modus vivendi. On ne peut plus rester comme ça. Pas seulement politique, mais aussi économique, financier. Il faut changer les règles. Parce que ça a démontré qu'on a complètement bousillé tout le système. Donc on ne peut plus reprendre. Même si on a confiance de nouveau, il faut trouver une nouvelle formule. Ce n'est pas seulement, comme l'a dit M. Rebril, la refonte, la restructuration. Ce n'est pas suffisant. C'est toujours les mêmes personnes, les mêmes institutions qu'on va revoir avec les mêmes noms et les mêmes titres. Donc il faut voir quelque chose de différent. Bon, ce n'est pas le moment parce que c'est assez grand et c'est assez détaillé, c'est trop long. Mais le mot, c'est le modus vivendi. D'accord? Si on n'arrive pas à un nouveau modus, on va nulle part. Et M. Rebril, un dernier mot. Que faudrait-il changer demain? Il faut commencer très simplement par résoudre le problème de l'électricité. Quand le pouvoir décide de résoudre le problème de l'électricité, il démontre qu'il y a une vraie volonté pour réformer l'économie en entier. Ça donne un signe positif qu'il y a une vraie volonté pour aller au-devant, en avant. Sinon, c'est le symbole de la crise, la question de l'électricité. Après avoir dépensé 45 milliards de dollars, on n'a toujours pas d'électricité. On en a moins qu'avant. Merci beaucoup. Mais je veux retourner sur la question de l'identité de l'économie libanaise. Évidemment. C'est une question très essentielle et qu'il faut débattre de façon très transparente. Donc, merci beaucoup. Je vais voir si on a des questions dans le public pour pouvoir clôturer. Bonsoir. Bonsoir, Antoine Menassa. Je suis président d'une petite association en France qui s'appelle France.
et j'habite là-bas. Donc nous surveillons un tout petit peu tout ce qui se passe dans le pays. Je tiens absolument à vous remercier franchement pour les détails que vous nous avez consacrés, que vous nous avez donnés. Et M. Zanni, malheureusement, on remet toujours le même bulletin de vote. On les ramène, c'est notre faute. Il faut qu'on reconnaisse malheureusement tout cela. Bref, j'ai constaté seulement qu'il y avait un grand absent, c'était l'immigration, l'émigré libanais qui se trouve à travers le monde. Bon, je suis bien placé pour savoir un tout petit peu que ce sont des gens qui sont très attachés à ce pays. Ce sont des gens qui maintenant, manquent de confiance parce que par rapport à eux, ils ont mis quand même beaucoup de dépôts dans les banques. Nous faisons des campagnes de temps en temps dans leur pays, là où ils sont basés, que ce soit en Australie ou en Amérique latine, pour tenter de les remettre en confiance. Mais nous, à notre niveau associatif et au niveau de ceux qui sont dehors, ça ne suffit pas. C'est pourquoi, franchement, je demanderai aux personnalités qui s'occupent de tourisme de dire, maintenant nous sommes en guerre, les hôtels sont vides, on ne travaille pas beaucoup. Pourquoi ne pas commencer à entamer, par exemple, des délégations qui se rendraient dans ces pays pour préparer un tout petit peu l'après-guerre, pour que si jamais ça s'arrête, qu'on puisse être prêt à recevoir ces gens-là et à préparer quand même des campagnes. Et ça peut exister, ça peut se faire. Et nous sommes à l'étranger, nous pouvons aider là-dessus aussi. Et M. Robril est très bien placé aussi pour savoir un tout petit peu, le potentiel qui existe dehors. Moi, je crois qu'on a besoin d'un travail de coordination, dehors et dedans. Voilà. Merci beaucoup, M. Mnassa. Est-ce que, et c'est une très bonne question aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à l'après-guerre? Et est-ce qu'on collabore avec, on a parlé de la diaspora, on a parlé de l'argent, on a parlé des ressortissants libanais qui reviennent au Liban, et évidemment de l'argent qui est envoyé par la diaspora à leur famille au Liban. Est-ce qu'on est, en contact avec cette diaspora pour chaque secteur, et est-ce qu'on est prêt à l'après-guerre? On a toujours été prêt. Toujours. En 2006, la guerre, elle s'était terminée en 32 jours. Le 33e jour, Beyrouth était complet. On était complet. À n'importe quelle situation. Rafi El-Hariri a été assassiné. 3 mois après, le pays était prêt à démarrer. On est toujours prêt. On a toujours eu cette relation avec nos parents. Ce ne sont pas mes ancêtres qui ont quitté. Ceux qui reviennent au Liban, on les appelle les émigrés. Ce ne sont pas des émigrés. Ce sont des gens qui travaillent en Arabie Saoudite, d'autres gens qui travaillent en Afrique, et un peu les Libanais. Mon frère est français depuis 45 ans. Mais il est là en principe 2 fois par an. Ce ne sont pas des gens qui ont quitté en 1860 ou en 1920 ou en 1914. Ceux qui sont au Mexique ou au Brésil, où leur famille ne parle pas l'arabe, ne connaissent pas le Liban. Ces gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui habitent le Liban en fin de compte. C'est pour ça que l'économie de ce pays, avec l'argent qui nous vient en tant qu'aide, en envoyant à leurs parents au Liban, on essaye de ressusciter chaque année en disant on a eu 3 milliards et 7 milliards de dollars qui viennent de l'extérieur. C'est ça, ce sont le père qui envoie à sa femme. Je connais des gens qui travaillent en Arabie Saoudite, qui ont leurs enfants et leur famille ici. C'est pour ça qu'on voit cet argent qui arrive au Liban. Mais en fin de compte, je peux dire une chose. Quand on parle d'électricité, quand on parle de l'EHAD, quand on parle de port journée, c'est qui prend ces décisions? C'est les gens politiques. Ce ne sont pas des gens qui viennent de l'université de Washington ou de Harvard. C'est des gens politiciens. Et on a un problème politique au Liban. Le régime, il faut le changer. Il faut changer le régime. Monsieur Zanni, je vais conclure avec vous. Est-ce qu'au niveau industriel, comme M. Mnassa vient de le dire, nous avons des Libanais qui ont réussi partout dans le monde?
des hommes d'affaires, des directeurs, des managers, des industriels. Est-ce qu'il y a un contact pour, si jamais on n'a pas, parce que normalement c'est le travail d'un État, de faire la publicité de son industrie, de faire la diplomatie économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'État, est-ce que le secteur industriel libanais est en contact avec ces Libanais à l'étranger pour essayer de le faire survivre, comme vous dites, ou pourquoi pas de l'étendre un peu? Tout d'abord, laissez-moi vous dire, je dois être d'accord avec M. Achar, surtout pour la question de si on est toujours prêt ou non. On est passé par beaucoup de guerres dans ce pays. Après la guerre de 75-90, on a repris en un tour de main. Ça a repris. Et comme il a déjà constaté en 2006, maintenant, 2022, c'était catastrophique. En 2023, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a repris. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Du point de vue immigration, les immigrés et tout ça, on n'est pas seulement en contact avec les immigrés libanais, on est en contact avec le monde. Les produits libanais ont un très bon label en dehors du Liban. Ils sont respectés, on les emploie, donc il n'y a pas de problème de présence. On est en contact avec les immigrés, avec les Américains, avec les Européens. Je ne parle pas des pays arabes où c'est notre plus grand marché. Donc il faut juste un peu de stabilité et de réforme. Et comme ils l'ont dit, restructurer le pays tel qu'il était, c'est une impossibilité. On ne veut plus de ça. Parce que chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 15 ans, une guerre, une crise, on n'a plus envie de refaire ça et de revivre ça. Il faut se mettre à table et trouver un nouveau système. Financier y inclus, libéral pour sûr. Mais tout le monde va vers le libéralisme. Même la Russie, même la Chine, même près de nous, Chypre, ils sont à 12% de taxes. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est juste le contraire. On va voir le budget maintenant de 2025. Il fallait voir en 2024, ils avaient mis des taxes de 35%, qui peuvent arriver jusqu'à 35%, à contre-courant et contre toute logique économique actuellement dans le monde. L'ouverture et le libéralisme, c'est le futur. Il n'y a pas un autre moyen. Donc, il y a une solution pour ceux qui sont dans l'informel et dans l'illégalité. Il faut que tout le monde travaille comme ça. Il faut lever les contraintes légales et laisser les gens faire la compétition à tout le monde. Et vous verrez ce qu'il y aura. On ne va pas revivre, et ce n'est pas nécessaire qu'on refasse comme Dubaï, mais on a toujours été comme ça. On est beaucoup mieux placé dans le libéralisme que dans l'économie qui actuellement essaie de la régulariser de façon vraiment fausse et d'aller un peu radicalement à gauche. Merci beaucoup, M. Zani, M. Achar et M. Robril. Merci au public. Et chers internautes qui regardez cette émission, restez connectés sur www.icbroute.com.